Depuis 2014, plus de 30 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rallier l'Europe pour fuir la misère, la guerre ou la persécution. Ce chiffre énorme est sans aucun doute bien plus important, puisque parfois les naufrages des embarcations de fortune des réfugiés n'ont aucun survivant et les morts ne sont pas comptabilisés. À l'heure des satellites ultra performants, des drones et du téléphone portable, comment de telles tragédies peuvent-elles encore être possibles, alors qu'il existe des textes internationaux qui obligent à secourir les embarcations en détresse? Pour comprendre un peu mieux tout ça, je vous propose de revenir sur l'histoire du sauvetage en mer et du secours aux naufragés. Allez, générique. La navigation en mer a toujours été une activité périlleuse, tant les dangers qui guettent les embarcations sont nombreux. Collisions, tempêtes, vagues hautes, échouements, ou encore perte du moyen de locomotion, le moteur ou le vent pour les bateaux à voile. Dès l'Antiquité, on construit des phares pour guider les navires et leur permettre d'éviter des zones côtières dangereuses. Le plus célèbre étant bien évidemment celui d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde antique, dont la construction sur l'île de Pharos donne le mot phare qu'on utilise toujours aujourd'hui. Au-delà des phares, l'aide aux navires en danger se limite généralement à l'assistance aux naufragés qui parviennent jusqu'au rivage, ou à ceux qui arrivent assez près des côtes pour qu'on puisse les secourir à la nage, avec une barque ou une corde. En effet, en mer, les navires n'ont aucun moyen d'appeler à l'aide, et même lorsqu'ils sont près des côtes, les bateaux pris dans une tempête ont du mal à être repérés à cause de la visibilité réduite. Et même s'ils le sont, il est très difficile et dangereux d'aller les chercher avec des embarcations pas du tout prévues pour résister à ces tempêtes. Le sort des naufragés dépend alors de la bonne volonté de la personne qui les récupère. On peut aussi bien avoir des gens qui, par solidarité, vont porter assistance aux naufragés, alors que d'autres vont plutôt s'emparer des richesses échouées et réduire en esclavage les survivants. La première tentative qui nous est connue de régulariser tout ça, ce sont les rôles d'Oléron, une compilation de jugements qui date du XIIe siècle et qui sert de code maritime de facto en Europe de l'Ouest. Dans ce document, on oblige les autorités de la côte à porter assistance aux naufragés et on interdit de tuer, réduire en esclavage ou de voler ces derniers. Les rôles d'Oléron serviront de base à la première législation officielle dans le domaine en France, l'ordonnance maritime de 1681. Enjoignons à nos sujets de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger du naufrage. Voulons que ceux qui auront attenté à leur vie et biens soient punis de mort, sans qu'il leur en puisse être accordé aucune grâce. Cet état de danger mérite bien qu'on secoure ceux qui s'y trouvent. Il ne faut droit que les sentiments de la nature, quand on ne voit pas la charité chrétienne. Il n'y a rien de plus triste que de voir des personnes dans le danger du naufrage. Ce texte est très intéressant. Déjà, il inscrit dans la loi une obligation pour tous les sujets du royaume de porter assistance aux naufragés, et même aux personnes qui pourraient le devenir. Ils doivent aussi faire leur possible pour secourir les navires en difficulté. Ensuite, la punition pour ceux qui profitent du naufrage pour s'attaquer aux naufragés ou même à leurs biens est clairement établie. C'est la peine de mort, ça rigole pas. Difficile de savoir si c'était réellement appliqué, mais on a une sévérité au moins théorique contre les pillards. La justification de cette mesure dans le texte est également intéressante. Sauver les naufragés rentre dans le cadre de la charité chrétienne, mais même plus simplement, cela doit être naturel de vouloir sauver les naufragés. Outre ce passage, l'ordonnance encadre aussi les pratiques de sauvetage, preuve d'une solidarité préexistante chez les populations maritimes envers les naufragés. De nombreux marins naufragés témoignent de l'assistance souvent décisive que leur ont porté les habitants de la côte. Lors de son interrogatoire, un capitaine échoué au large de la Bretagne en 1768 déclare « On s'est trouvé jeté à la côte, où les riverains nous ont sauvé la vie, à moi et à mon équipage, par le moyen de cordes. » Cette solidarité est logique, beaucoup de gens qui habitent près de la mer en vivent, et en se portant au secours des naufragés, ils espèrent que d'autres feront de même si eux ou des membres de leur famille venaient à se retrouver dans la même situation. Une nouvelle ordonnance royale, publiée en 1743, oblige, elle, les pilotes de navires à secourir les naufragés rencontrés en mer. Les côtes les plus fréquentées sont souvent celles où les naufrages sont les plus réguliers, et on trouve ces derniers de plus en plus insupportables avec le progrès des conditions de navigation. Le sauvetage en mer commence donc à s'organiser en amont des éventuels naufrages. Ainsi, à Amsterdam, la première institution dédiée au sauvetage des naufragés est créée en 1767. Début 19e siècle, les premières vraies stations de sauvetage dédiées à surveiller le trafic maritime et à intervenir en cas de naufrage sont créées autour de Newcastle en Angleterre, dont les eaux sont particulièrement dangereuses. Un baron anglais a l'idée de systématiser ces stations de sauvetage sur l'ensemble du littoral britannique.
et, avec l'aide de personnalités influentes dans le royaume, il fait créer la National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck, l'institution nationale de préservation de la vie des naufragés qui devient la Royal National Lifeboat Institution en 1854. Lorsqu'un bateau en perdition est repéré, des remorqueurs à vapeur amènent des canots à aviron jusqu'au bateau en détresse et les canots se portent au secours des passagers. En France, la Société humaine des naufrages de Boulogne-sur-Mer est créée en 1825. Puis, au niveau national, la Société centrale de sauvetage des naufragés, SCSN, en 1864. Cette société va coexister avec d'autres sociétés locales, comme celle des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, avant qu'elle ne fusionne en une entité unique en 1967, la Société nationale de sauvetage en mer, SNSM. À l'international, le congrès d'Antwerp en 1885 est la première tentative de codifier le sauvetage en mer. On y retrouve cette disposition au point 43. Le capitaine qui rencontre un navire, même étranger ou ennemi, en détresse, doit venir à son aide et lui prêter toute l'assistance possible sous des pénalités à déterminer par la loi de son pays. Ce n'est pas un traité officiel ratifié par les pays. Les délégués qui y assistent sont des représentants des États, mais aussi des membres de la société civile. Toutefois, le Congrès donne une direction à suivre pour une future réglementation. On peut préciser que ce point en particulier sur l'obligation de prêter assistance a été adopté à l'unanimité de tous les participants. La conférence intergouvernementale de Bruxelles en 1910 va aller plus loin puisque 2 traités internationaux y sont signés. La Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritime. Dans les 2 textes, le devoir de chaque capitaine de se porter au secours d'un navire en danger est explicité. Chaque capitaine est dans l'obligation, à la condition qu'il puisse le faire sans porter sérieusement atteinte à la sécurité de son navire, de son équipage et de ses passagers, de porter assistance à toute personne, même un ennemi, qu'il trouverait en danger en mer. En effet, le développement de la radio, des fusées éclairantes et des canaux de sauvetage à bord des navires permet à ces derniers de porter assistance bien plus facilement à un autre bateau en détresse en pleine mer. Mais malgré ces avancées technologiques, il reste de sérieuses lacunes au niveau organisation, comme va tristement le démontrer la pire catastrophe maritime de l'époque, le naufrage du Titanic en 1912. 1500 personnes y trouvent la mort. Le navire ne compte que 20 canots de sauvetage qui ne peuvent transporter que 1100 personnes sur les plus de 3000 pouvant monter à bord. En plus, la plupart de ces canots ont été envoyés à l'eau trop vite et n'ont même pas été remplis au maximum lors du naufrage. Le navire le plus proche du Titanic, le SS California, n'a pas pu recevoir de signal de SOS par radio car son poste n'était pas occupé 24 heures sur 24. En 1914 est donc voté l'International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS. Le texte, amendé plusieurs fois, notamment en 1974, est toujours aujourd'hui en application. Il prévoit notamment de nouvelles règles à respecter pour la sécurité des navires, comme l'obligation de posséder suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers, et celle d'avoir un opérateur radio présent à son poste 24 heures sur 24. Le capitaine qui reçoit un signal de n'importe quelle nature indiquant qu'un navire, un avion ou un canot de sauvetage est en détresse est obligé de porter rapidement assistance aux personnes en danger, en les informant si possible qu'il est en route. S'il en est incapable ou si par des circonstances particulières il considère que le sauvetage n'est pas raisonnable ou nécessaire, il doit indiquer dans le journal de bord la raison pour laquelle il n'a pas porté assistance aux personnes en danger. Chaque gouvernement signataire doit s'assurer que les arrangements nécessaires sont pris pour la surveillance de leurs côtes et le sauvetage de toute personne en détresse dans les mers voisines de ces côtes. Ces arrangements doivent inclure l'établissement, la gestion et l'entretien d'infrastructures de sauvetage suffisantes en fonction de la dangerosité de la zone et de la densité du trafic. Ces infrastructures doivent avoir des moyens adéquats pour repérer et secourir les personnes en danger. Cette convention est ratifiée par 164 États qui représentent 99,18% du trafic maritime en termes de tonnage. La Convention des Nations Unies sur la loi maritime de 1982 reprend ces obligations dans son article 98. En 1979, l'Organisation maritime internationale adopte la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, surnommée SAR pour Search and Rescue. Cette convention prévoit l'établissement de zones maritimes que les différents pays du monde se répartissent. Chaque État responsable d'une zone doit ainsi assurer une surveillance de cette dernière et s'il repère une embarcation en détresse, il doit organiser son sauvetage, éventuellement en se coordonnant avec les pays voisins et les bateaux présents dans les environs. La Convention précise que l'assistance est due à toute personne en danger, et ce peu importe sa nationalité, son statut ou les circonstances dans lesquelles on l'a trouvée. En 2004, un amendement à cette Convention ajoute un élément important. Il est précisé que les personnes sauvées doivent être débarquées dans un endroit sûr. Vous allez voir, ça a son importance. En 1975, la guerre du Vietnam s'achève.
Les troupes du Vietnam du Nord, communistes, capturent Saigon, capitale du Sud-Vietnam. Des gens commencent à fuir le pays par peur du régime communiste, et certains par la mer dans des petites embarcations surchargées, pas adaptées au long voyage. C'est là qu'on commence à parler de boat people. Mais le phénomène reste alors limité. Mais lorsque le régime commence à persécuter les Hoa, la minorité chinoise du pays, dans le cadre de la montée des tensions avec la Chine, qui culmine dans une courte guerre sino-vietnamienne en 1979, le phénomène des boat people prend énormément d'ampleur. En 1980, on estime que 580 000 personnes quittent le Vietnam par la mer. Sur ces 580 000, 480 000 appartiennent à la minorité Hoa. Les conditions de traversée sont extrêmement dures. En plus du risque de naufrage, les réfugiés sont régulièrement attaqués par des pirates, très nombreux dans la région. Les pays alentours où les embarcations arrivent, Hong Kong, l'Indonésie, la Malaisie, se déclarent vite débordés et commencent à refouler les embarcations, leur refusant d'accoster. Les médias des pays occidentaux se saisissent de ces terribles images et relaient largement la tragédie. Il faut dire qu'on est dans un contexte de guerre froide, et montrer les risques terribles que les gens sont prêts à prendre pour fuir un régime communiste, forcément, ça les arrange. L'aide aux errants de la mer de Chine, les fameux boat people. Il y a quelques jours, une équipe française de 2 bateaux, un aviso militaire et un bateau français affrété par Médecins du Monde. Ces bateaux patrouillaient en mer de Chine. Et ce matin encore, ils ont recueilli des Vietnamiens qui fuient le régime communiste. Ils en ont recueilli 225, on vient de l'apprendre. Des Vietnamiens donc qui fuient le régime communiste en risquant leur vie, puisqu'ils dérivent en mer de Chine et qu'ils doivent affronter la tempête, la maladie, les pirates et l'abandon souvent. Les États américains, canadiens, français accueillent beaucoup de réfugiés du Vietnam, du Laos et du Cambodge. De 1975 à 1997, ce sont 1 200 000 réfugiés accueillis par les USA, 200 000 par le Canada et 120 000 en France. En France, le statut de réfugié politique est accordé à plus de 97% des arrivants. Des hébergements et des aides sont mis en place. Ces aides accordées sont dues à la fois à la volonté de montrer l'échec des régimes communistes de la région, mais aussi à une vision raciste dite positive des Asiatiques, vus comme des gens dociles et travailleurs. Ce qui, en France, résulte probablement de son héritage colonial. Fin 2010, début 2011, une vague de protestations et de révoltes s'empare du monde arabe. Ces révoltes entraînent une période de forte instabilité dans la région, particulièrement en Syrie et en Libye, qui plongent dans la guerre civile. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes tentent de rejoindre l'Europe pour sauver leur vie. Les deux principales routes passent par la Turquie jusqu'à la Grèce, et l'autre par la Libye jusqu'à l'Italie. Cette dernière route est la plus meurtrière, à la fois à cause des conditions d'existence en Libye, où règne le chaos, présence de milices, réfugiés réduits en esclavage, pas de gouvernement central unique, etc., mais aussi car c'est la route maritime la plus longue et la plus dangereuse. Sur les plus de 30 000 morts en Méditerranée depuis 2014, près de 24 000 sont décédés sur cette route. Le 3 octobre 2013, à moins de 2 km de l'île italienne de Lampedusa, un bateau avec 500 personnes à son bord fait naufrage. Des pêcheurs, puis les gardes-côtes, se portent secours des naufragés, mais ils ne parviennent à sauver que 155 personnes. 366 meurent noyés. Ce drame, si proche des côtes d'un État riche, fait l'effet d'un électrochoc. Alors qu'il n'existait pas de véritable effort pour porter assistance aux migrants en mer, l'Italie lance une opération d'envergure, Mare Nostrum, en référence au nom que les Romains donnaient à la Méditerranée. Cette opération mobilise d'importants moyens maritimes et aériens dans un seul but, sauver le plus de vies possible et ainsi essayer d'effacer un peu la terrible image qu'a donné le naufrage de Lampedusa à l'Italie. Et les résultats sont impressionnants. En un an, Mare Nostrum va sauver la vie de 150 000 personnes. Malgré ce succès, tout cela coûte cher. L'Italie, qui supporte seule le coût de l'opération, demande le soutien de l'Europe, qui refuse. Face à un coût devenu trop important et des contestations sur le bien fondé de l'opération, Mare Nostrum s'arrête en octobre 2014. Malgré l'arrêt de l'opération, cela ne diminue pas le nombre de tentatives de traversée. Entre janvier et juillet 2015, le nombre de réfugiés entrés en Italie par la mer est supérieur à celui de 2014 sur la même période. L'agence Frontex, chargée de la protection des frontières de l'Europe, a bien lancé plusieurs opérations en Méditerranée depuis la fin de Mare Nostrum. Mais ces opérations n'ont pas pour but principal de sauver des vies, mais de surveiller les frontières et de lutter contre les passeurs. Les textes internationaux qui imposent l'obligation de porter assistance à toute personne en danger en mer s'appliquent tout de même à ces opérations qui ont sauvé plus de 40 000 personnes entre juin 2015 et mars 2019. Mais on reste très loin des 150 000 personnes sauvées en un an par Mare Nostrum. Et ce, alors que le flux de réfugiés ne tarit pas. Pire, l'Union européenne finance très largement depuis 2017 les gardes-côtes libyens, qui ont pour mission non pas de sauver, mais bien de ramener sur son territoire les migrants qui tentent la traversée.
Cet accord a d'ailleurs été renouvelé en 2023 jusqu'à 2025. Alors vous me direz, si les Libyens sauvent des gens dans leur zone de sauvetage, c'est ce que prévoient les accords du SAR, non? Eh bien non, puisqu'ils les ramènent en Libye. Et on l'a vu, depuis 2004, un amendement à cette même convention SAR précise que les rescapés doivent être débarqués dans un endroit sûr. Et comme on en a parlé, ce n'est absolument pas le cas de la Libye aujourd'hui. Quant à la Tunisie voisine, je vous invite à consulter le rapport de l'ONG Human Rights Watch, absolument terrifiant sur la situation là-bas. Notamment les migrants noirs qui font l'objet de mauvais traitements, voire même pour certains qui ont été abandonnés dans des régions frontalières désertiques. En plus de cette notion d'endroit sûr, il y a le principe de non-refoulement, qu'on retrouve dans un certain nombre de textes, mais notamment dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, qui interdit de renvoyer des personnes vers un état où sa vie et ou sa liberté pourraient être mises en danger en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Pour toutes ces raisons, depuis 2015, un certain nombre d'ONG ont décidé de remplir à la place des États leurs obligations légales et morales de sauvetage des personnes en danger en mer. On a par exemple le bateau Louise Michel, financé par l'artiste Banksy, qui sauve des réfugiés en Méditerranée. Un nom particulièrement bien choisi pour ce bateau, tellement Louise Michel a été de tous les combats pour la défense des opprimés. Si vous voulez en savoir plus sur elle, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite sur elle avec la prof, je vous mets le lien. De plus grande envergure, on retrouve l'association SOS Méditerranée, créée en 2015 et qui a commencé à sauver des migrants en Méditerranée centrale avec l'Aquarius et qui continue aujourd'hui avec l'Ocean Viking. Depuis 2016, l'association a sauvé pas moins de 41 000 personnes en 424 opérations. Plus de 25% de ces personnes sauvées sont des mineurs. 6% d'entre eux avaient moins de 5 ans. Pourtant, malgré toutes ces vies sauvées, les gouvernements européens, et particulièrement italiens, continuent de leur mettre des bâtons dans les roues. D'abord, on en a déjà parlé, en finançant les gardes-côtes libyens qui n'hésitent pas à menacer les équipes de l'Ocean Viking avec des armes, notamment en tirant des coups de feu, alors que le navire opère exclusivement dans les eaux internationales. Régulièrement, les autorités italiennes, l'Italie étant le territoire sûr le plus proche de la zone d'opération de l'Ocean Viking, ont refusé l'accès à leur port après un sauvetage. L'Ocean Viking a ainsi été bloqué jusqu'à 3 semaines en mer, avec de nombreux rescapés à son bord. Aujourd'hui, le gouvernement néofasciste italien a changé de stratégie. Dès qu'un sauvetage a été effectué, il demande aux navires de se rendre immédiatement dans un port très éloigné de la zone de sauvetage. Ainsi, les navires passent énormément de temps à naviguer vers ce port, puis à revenir sur zone, les empêchant de sauver de nombreuses personnes et faisant exploser les coûts de l'opération. Par exemple, le 14 février 2023, l'Ocean Viking est sommé de déposer les migrants qu'il vient tout juste de sauver à Ravenne, au nord de l'Italie, soit à près de 1600 km et 4 jours de navigation de la zone de sauvetage. Les autorités italiennes profitent également de la moindre excuse pour immobiliser le navire ou lui infliger des amendes, ce qui est par exemple le cas lorsque le navire s'arrête sur la route du port pour effectuer un autre sauvetage. Et comme on l'a vu, empêcher ou interdire un sauvetage en mer, c'est pourtant contraire aux traités internationaux. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous inciter à les aider, car ils ont plus que jamais besoin de nous pour sauver des vies. Une seule journée en mer pour l'Ocean Viking coûte en effet près de 24 000 €. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je suis juste un donateur régulier de l'association, et après avoir assisté à une projection du documentaire En pleine mer diffusé sur France TV, et dont je vous mets le lien en description, j'ai eu envie d'en faire un peu plus pour aider ces gens qui ont vécu l'horreur chez eux et ou en Libye et qui sont prêts à risquer la mort pour fuir tout ça. Donc si vous voulez en savoir plus et pourquoi pas donner un peu à l'association, je vous mets tous les liens en description et je vous en remercie par avance. Merci à SOS Méditerranée qui m'a aidé à la relecture du script et m'a fourni des images d'illustration pour la vidéo. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas de faire comme John Hammond.